L'autre thème que je souhaitais qu'on puisse aborder, effectivement, qui introduira aussi les points suivants, c'est la réforme donc, des institutions. Et donc, vous voyez, donc, effectivement, donc, les points de nouveauté, les points de changement. Alors, peut-être s'arrêter quelques instants sur les aspects de la décentralisation, hein, et notamment, je me tournerai vers Madame Ségura, bien évidemment. On sait bien tous effectivement que la loi donne à la région un bloc de compétences, hein, effectivement sur donc, la région qui devient compétente sur tout public, hein, tout public, y compris désormais les publics en situation d'illettrisme, en termes de compétences clés, tout ce qui concerne aussi les personnes désormais sous main de justice, hein, donc à ce niveau-là, l'habitation aussi des services de formation. Enfin bref, il y a toute une série coordination de l'achat public. Hein, donc on pourrait multiplier les aspects. Donc effectivement, donc comment effectivement au niveau de la région comment dirais-je, fait de conforter dans cette compétence-là, ce bloc de compétences, comment la région prend les choses en main. Donc la loi reprécise un certain nombre de choses par rapport à la compétence de la région en matière de formation professionnelle des demandeurs d'emploi, qui était déjà une compétence régionale, mais qui était effectivement partagée. Donc les termes de la loi sont assez importants parce que suivant les matières, il est mentionné, elle est en charge, elle coordonne, elle contribue. Cela a évidemment des implications sur à la fois la compétence elle-même et puis les liens avec les partenaires qui conserveraient un certain nombre de compétences aussi. Donc sur les demandeurs d'emploi, donc qu'il s'agisse des jeunes ou des adultes, donc tout comme l'apprentissage par le passé, donc la région a la compétence. Donc concrètement, nous avons le 13 octobre dernier, en plénière, délibéré pour créer un groupement de commandes avec Pôle emploi qui permet donc des achats groupés de formation en matière pour les demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est la concrétisation, la passation de ce groupement de commandes pour pouvoir répondre à la loi qui dit que la région est en charge de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, mais que Pôle emploi peut continuer, bien évidemment, à commander des formations en matière pour les demandeurs d'emploi, mais qu'il ne peut le faire sans la validation, en quelque sorte, de la région. Donc, par le biais de ce groupement de commandes, eh bien, ça nous permettra d'avoir des achats groupés et également de pouvoir mettre en place des politiques d'orientation de la commande publique et d'avoir donc un cahier des charges commun pour tous les demandeurs d'emploi de la région. Concernant l'illettrisme, donc on peut en parler à deux voix. Donc la région contribue à la lutte contre l'illettrisme. C'était donc jusqu'à présent une compétence État, on pourrait peut-être en dire deux mots. Donc la région va contribuer et au titre de cette contribution de la lutte pour la lutte contre l'illettrisme, que l'État va continuer aussi à travailler sur le sujet, eh bien il y a eu un transfert sur les compétences clés. Donc ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur le sujet entre la région et les services de l'État. Et l'État donc assure les compétences clés jusqu'au 28 février 2015. Donc le transfert n'aura pas lieu au 1er janvier puisqu'il y avait des marchés en cours. Et donc ce qui était important pour à la fois l'État et pour la région, c'est qu'il y ait une continuité du service public et que sur aucun des domaines qui font l'objet de transfert de compétences, il ne puisse y avoir de vide juridique, évidemment, qui serait dans le désintérêt de nos publics. Donc ce qui était très important, c'est qu'il y ait une passation au niveau des dates qui puisse être complètement coordonnée. J'insiste un peu là-dessus parce que ce n'est pas forcément le cas dans toutes les régions. Nous avons au niveau de l'Association des régions de France une commission emploi-formation. Donc une fois par mois, nous travaillons notamment sur le sujet de cette loi et toutes les implications. Les sujets sont nombreux, c'est une journée entière de travail. Et dans certaines régions, le travail n'est pas aussi avancé. Ils ne savent pas s'il n'y aura pas entre la fin des commandes par l'État et le début des passations des commandes par la région, s'il n'y aura pas
des vides et s'il y aura une continuité du service public. Donc pour nous, c'était vraiment un sujet extrêmement important. C'est pour ça que les travaux ont été menés donc depuis quelques mois. Donc là-dessus, nous avons aussi délibéré le 13 octobre dernier. Nous avons aussi délibéré sur la formation des personnes détenues ou en prévention. Donc là, c'était aussi quelque chose de très nouveau pour nous. Et là, c'est dans le cadre puisque c'était organisé avant dans le cadre de la grande région Ouest, puisque au niveau des services de l'État, ça se faisait de Lille en passant par la Basse-Normandie et la Haute-Normandie. Donc nous avons travaillé aussi à peu près depuis 1 an sur le sujet. L'État conserve l'orientation pour les personnes sous main de justice et la région a eu le transfert de la formation professionnelle. Donc nous avons aussi, le 13 octobre dernier, délibéré pour pouvoir faire aussi un groupement de commandes avec l'État pour pouvoir à la fois commander des actions dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelle au bénéfice de ces publics. Donc c'est très particulier, nous avançons au cas par cas. Ce qui sera intéressant, c'est d'aller voir concrètement dans chacun des centres de détention aussi quels sont les besoins. Donc là, la démarche, on ne l'a pas forcément encore faite de façon très très concrète, quitte à modifier aussi peut-être par la suite les formations demandées. Pour l'instant, il y a donc le centre de détention du Havre qui n'est pas concerné par le transfert de compétences puisqu'il y avait une délégation de service public qui est encore en cours. Donc nous reprendrons la compétence à la fin de cette délégation de service public. Et puis, donc il y a aussi le transfert de compétences sur la formation des personnes en situation de handicap. Et dernier point, vous avez aussi l'orientation, qui est un des sujets importants, donc avec la nécessité donc, de la création d'un service public régional de l'orientation. Donc en région Haute-Normandie, nous ne sommes pas non plus en retard, même si tout n'est pas finalisé, puisque là ce sera aussi au 1er janvier 2015, dans la mesure où nous avons la chance d'avoir une cité des métiers qui a déjà évidemment beaucoup travaillé dans le domaine de l'orientation. Nous avons aussi, depuis la loi de 2009, travaillé sur le sujet de l'orientation dans le cadre du service public de l'orientation, non pas du service régional de l'orientation, et donc avec la labellisation d'un certain nombre de structures. Donc il y a quand même un travail très important qui a été fait en région, dans de bonnes conditions. Suite aussi à l'élaboration du CPRDF et des différents partenaires qui avaient dit que la Cité des métiers devait coordonner et en tout cas être un petit peu le pilote de tout ça. Donc nous travaillons aujourd'hui évidemment avec la Cité des métiers aussi pour que chacun puisse continuer à occuper la place qu'il se doit, c'est-à-dire la région prendra sera en charge du service public régional de l'orientation, c'est-à-dire que c'est elle qui va définir les orientations, en lien évidemment avec les partenaires, et la Cité des métiers sera plutôt là pour la mise en œuvre des actions de façon concrète sur le territoire, en lien avec tous les organismes qui ont été habilités. Donc on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail, mais bon, ça fait déjà pas mal d'informations. Je pense que vous connaissez la majorité déjà peut-être de ces informations, mais en tout cas pour nous au niveau de la région, il y a une grande satisfaction à cette loi de décentralisation à laquelle nous sommes préparés depuis 1 an, même si effectivement il y a une charge de travail importante, bien évidemment. Pour le moment, nous sommes en train de finaliser aussi les transferts humains ou financiers, qui seront a priori plutôt des transferts financiers, parce que c'était l'une des problématiques, c'est comment, au niveau de la région, absorber ces nouvelles compétences en termes humains, bien évidemment, pour les services. Donc les calculs sont en train d'être faits. On a grosso modo les enveloppes globales, qui seront plutôt des enveloppes financières plutôt que des transferts de personnel, comme ça a pu avoir lieu dans le passé. Enfin, vous êtes en dessous de la vérité quand vous dites qu'on travaille depuis quelques mois. Ça fait en réalité depuis 1 an et demi maintenant que les services du Conseil régional et de l'État travaillent à cette future décentralisation. Et ça marche bien pour 2 raisons. D'une part, parce que les services techniques ont largement anticipé les
décisions et que ça ne pose pas de problème. Et par ailleurs, pour une autre raison importante qu'on ne trouve pas dans toutes les autres régions, c'est que le conseil régional prend sa part dans la décentralisation, prend toute sa part, mais à chaque fois, c'est rien que sa part. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de volonté de grignoter 2 ou 3 bricoles en plus. Et par ailleurs, pour ce qui concerne les services de l'État qui sont sous ma juridiction, j'estime que lorsqu'il y a décentralisation, on sort par la porte, on ne cherche pas à rentrer par la fenêtre. Ce qui n'est pas forcément vécu de la même manière partout. Il y a des endroits où l'État a voulu se raccrocher. Et généralement, c'est les mêmes endroits où le conseil régional veut en grignoter un petit peu plus. Donc là, on se situe en position conflictuelle. Nous, depuis le début, quand il y a un problème, parce qu'il y a des problèmes, hein, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, quand il y a un problème, on le pose sur la table, on en discute, et comme on est globalement de mauvaise volonté, non, je parlais pour vous, hein, je parlais pas pour moi, de bonne volonté, bon, on arrive toujours à s'en sortir, et c'est comme ça que les crédits, je vous avais dit exactement, enfin exactement non, mais à quelques milliers d'euros près, ce dont vous pourriez hériter, ce qui fait que vous saviez sur quelle base programmer vos budgets, ce qui a facilité les choses. Alors, un petit point sur l'illettrisme. Moi, j'ai beaucoup de mal à parler de l'illettrisme aujourd'hui, à partir du moment où les crédits, l'intégralité des crédits que j'avais en la matière sont transférés. J'ai plus aucune compétence à parler, si ce n'est le fait que très souvent, les différents partenaires, lorsqu'il y a des difficultés, un problème, se retournent en disant Monsieur l'État, qu'est-ce que tu fais, quoi. Donc c'est à ce niveau-là qu'on est toujours intéressé. Parce que oui, je sais. C'est bien. Mais globalement, votre seul et vrai partenaire État en la matière maintenant, c'est l'éducation nationale. Enfin, puis un petit peu le Pôle emploi, mais comme c'est un opérateur, la question ne se pose pas dans les mêmes termes. En tout cas, là aussi, s'il faut retenir une chose, je suis sorti par la porte, je ne rentrerai pas par la fenêtre. Alors, merci pour ces propos, d'autant plus que la région aussi aura à travailler aussi sur le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire. C'est un des aspects aussi qu'on n'a pas évoqué. Alors, sans vouloir, et puis peut-être avant de passer la parole à la salle, s'il y avait une ou deux questions, sans vouloir casser cette bonne relation que l'on connaît entre la haute entre la région, pardon, et puis oui, alors ça c'est à venir, c'est pour demain. Ce sera un autre débat, je vous rassure, on y viendra aussi. Non, quand même, est-ce qu'il n'y a pas un contexte un petit peu contradictoire? C'est effectivement, donc le rôle de la région est conforté, voire étendu, on vient bien de le voir. Par contre, il y a aussi un contexte global de budget en diminution, hein, de baisse ou de suppression de dotation, sans parler du positionnement des métropoles, hein, les métropoles de région. Donc justement, comment ça se positionne dans ce paysage, cet aspect de la région qui est conforté, mais dans un environnement quand même qui est contradictoire. Ouais, depuis quelques années, on a quand même l'habitude sur nos budgets à essayer de faire toujours mieux et plus avec les mêmes moyens. On a la chance quand même en région d'avoir tous les ans au niveau de la formation professionnelle un budget qui est conforté par nos présidents de région, hein, que ce soit Alain Leverne ou Nicolas Maillard-Rossignol. C'est vrai que la formation est considérée toujours et dans tous les discours que vous pouvez entendre comme l'économie, vraiment comme le pilier pour le développement de la région, puisque effectivement la formation est indispensable au développement des compétences et au développement et à la croissance de la région. Donc le budget formation professionnelle est conforté d'une façon globale, et notre mission moi, en tant que VP et évidemment avec les directeurs et avec les chefs de service, c'est d'essayer tous les ans d'adapter au mieux en fonction du réalisé de l'année précédente ou de l'année encore précédente, et bien d'adapter nos budgets à l'intérieur, nos enveloppes. Nous avons un budget qui est réalisé à 99%
de ce qui est voté. Donc c'est quand même quelque chose qui est énorme. Et à l'intérieur, eh bien, nous avons parfois des marges de manœuvre qui nous permettent d'aller plus sur telle ou telle action. Par contre, évidemment, la baisse des dotations est une difficulté. Évidemment pour l'année 2015. Donc, nous ne sommes pas, nous, sur notre budget formation professionnelle impacté, puisque nous avons passé notre conférence budgétaire et que, logiquement, le budget devrait être adopté au mois de décembre. Nous avons quand même globalement un budget global qui est maintenu. Donc, avec de nouvelles compétences. Donc, sur le volet orientation, il n'y a pas du tout et ça avait été dit depuis plusieurs années, il n'y a pas d'argent de plus. Donc, on va faire avec les moyens humains que nous avons pour essayer de trouver des idées, de coordonner avec les partenaires. Et puis, sur les autres missions et toutes les autres compétences qui nous sont déléguées, eh bien, les enveloppes étant chiffrées, nous ferons sur la base de ces enveloppes et nous ne pourrons pas aller au-delà. Donc, voilà, les choses sont quand même assez claires pour nos budgets. Donc, on essaie toujours de faire mieux. Alors, tout à l'heure, j'ai dit plus, pas forcément plus, en tout cas mieux. Avec les mêmes budgets. Par exemple, au mois d'octobre, on a délibéré pour accompagner l'État en lien avec les formations prioritaires, le plan senior. On a délibéré sur un plan senior. Donc, on va cibler certaines enveloppes pour permettre de mieux accompagner les demandeurs d'emploi, les demandeurs de longue durée que sont les seniors, avec des nouvelles actions pour leur permettre d'accéder plus facilement à la formation suite au constat de dire que les seniors ont moins accès à la formation, les chômeurs de longue durée que sont constitués par une grande partie par les seniors ont moins accès à la formation. Donc on essaie de cibler à l'intérieur de nos grosses enveloppes pour des actions précises, faire de l'expérimentation qu'on développe après sur l'ensemble des territoires. Donc c'est un travail au quotidien qui est fait par les services. Est-ce que la salle aurait une ou deux questions avant qu'on passe à un aspect plus concernant les partenaires sociaux sur ces questions-là de la réforme par rapport à l'État et à la région essentiellement? Des observations, des commentaires? Non? Tout ça vous paraît très clair? Eh bien écoutez, parfait, on continue. Donc sur les nouveautés, effectivement, autre point, alors vous avez vu qu'on parle du COPANEF, COPAREF, CREFOP, CNEFOP, on va y revenir un peu plus tard dans notre déroulé de l'après-midi. Peut-être passer un petit moment sur la ligne OPCA au passif OCTA, notamment OPCA. Comme vous le savez, effectivement, il y a une modification du rôle et du fonctionnement des OPCA, notamment aussi sur toute la question, là aussi, un risque de diminution de la collecte par rapport avec le taux qui baisse. Et donc, du coup, là aussi, comment les OPCA vont pouvoir réagir, s'organiser, et notamment avec un enjeu important, notamment vers les PME, comment effectivement aider les salariés des PME. Donc là, on a la chance outre d'avoir deux représentants, un du MEDEF et de la CFDT, je ne l'ai pas fait exprès, et ce sont la présidente et le vice-président d'Opcalia. Donc peut-être que vous avez tous les deux, avec cette double lecture, quelques éléments à nous apporter. Alors c'est la présidente qui commence. C'est la présidente qui commence. La réforme des OPCA est également la continuité de ce que nous évoquions tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une optimisation des dispositifs qui sont mis au service de la formation professionnelle. Les OPCA collectent les fonds versés par les entreprises pour le financement des actions faites dans les entreprises. Il y a deux OPCA interprofessionnels qui, vous le savez très bien, sont AGFOS PME et Opcalia, et des OPCA de branche qui, pour certains, sont représentés en région, avec une déconcentration aussi en région. L'objet qui avait été voulu aussi par la réforme des OPCA, c'était d'avoir une meilleure concentration des fonds pour une meilleure visibilité. Vous savez que c'est régulièrement une attaque qui est faite contre les financements de la formation professionnelle. Donc recherche de meilleure visibilité, et ça c'est tout à fait naturel
que dans des périodes difficiles, il y ait de plus en plus d'optimisation, mais aussi de contrôle des fonds, ça c'est tout à fait légitime, et un désir d'avoir des politiques des OPCA qui soient aussi ciblées avec une cohérence définie d'un point de vue territorial. Et c'est là où je rejoins ce que disait Madame Segura. Les régions ne se ressemblent pas, et il est tout à fait normal que, notamment pour les OPCA interprofessionnels, il y ait une démarche plus globale et plus cohérente vis-à-vis des projets qui sont fixés en région. C'est la raison pour laquelle les 2 OPCA interpro concourent aux réflexions qui sont menées d'un point de vue des territoires et accompagnent des GPEC territoriales, des montées en compétences dans tel ou tel secteur professionnel. Ça, c'est un des aspects, un des leviers qui a été facilité par la réforme, la précédente réforme de formation professionnelle et la réforme des OPCA, d'avoir des ciblages de fonds qui accompagnent un même projet. Et de ce point de vue-là, c'est rejoint par la nouvelle réforme avec des échanges beaucoup plus fréquents et beaucoup plus récurrents entre les divers financeurs de la formation professionnelle. Et en cela, c'est par des conventions, enfin, c'est très classique, mais c'est ce qui permet de donner des financements croisés et d'avoir des opérations qui sont examinées d'un point de vue de tous les intervenants sur un territoire, les représentants de l'État qui intervenaient notamment dans les GPEC territoriaux, les représentants des conseils régionaux, mais aussi les partenaires sociaux qui accompagnent, soit par des POE, soit par des apports de financement, toute une action. Et donc, c'est mené de façon beaucoup plus rapide. Madame la Présidente, vous avez pratiquement tout dit, donc je ne vais pas rajouter grand-chose à vos propos. En ce qui concerne les OPCA, effectivement, nous sommes dans une période de réforme importante et aujourd'hui, on doit aboutir de façon rapide puisque cette réforme, au niveau de nos organismes, doit aboutir au 1er janvier prochain. Donc, on est en train de travailler au pas de course sur, en ce qui concerne par exemple Opcalia, de savoir un petit peu comment vont se répartir les compétences justement entre le national et le régional. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que d'un côté, vous avez la loi qui prévoit qu'il y ait une certaine décentralisation, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Et puis d'un autre côté, au niveau de nos institutions, en ce qui concerne en tout cas celle d'Opcalia, eh bien, il y a une remise en cause d'un certain nombre de notre organisation. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est assez vigilant pour maintenir un service de proximité au niveau à la fois des entreprises, mais aussi des salariés, mais également de nos partenaires, que ce soit l'État ou le Conseil régional, puisque la politique nationale n'a pas forcément tous les éléments pour pouvoir répondre aux besoins sur un plan régional. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment à l'état de la situation. Oui, tout à fait. Je me permettrai par contre un petit bémol. Ceux qui me connaissent vont bien me reconnaître là. Des difficultés d'avoir pu avancer sur 2014. C'est vrai que 2014 a été une année charnière, mais une année charnière qui a un peu freiné un certain nombre de dispositifs qu'on aurait pu mener de façon plus vigoureuse. Si on avait eu d'entrée de jeu une visibilité un peu plus importante sur le contrat de plan État-région. Et ça, j'avoue, c'est peut-être moi le coup de griffe que je porterais à ce tableau, car aujourd'hui, si on avait pu... vous savez bien que la solution à beaucoup de choses, c'est l'anticipation, de façon à ce que quand on a besoin d'être dans l'action, c'est... voilà. Or, on a aujourd'hui des situations qui sont encore pas tout à fait très claires et qui permettent pas toujours d'avoir
de pouvoir se projeter surtout sur le moyen terme. Or, il y a certaines actions qui doivent se préparer sur le moyen terme. Voilà, ça c'est le coup de griffe dont j'ai l'habitude quand vous me connaissez. Dont on verra tout à l'heure quelles seraient éventuellement les réactions. Donc, peut-être dernier point avant de passer vraiment dans la problématique gouvernance en termes d'outils de gouvernance, dire un petit mot rapide sur le financement du paritarisme, se souvenir aussi que dans le cadre de ce financement, donc le FPSPP, ses missions sont élargies, avec des assiettes de collecte qui sont à peu près alignées sur celles des OPCA. Donc aussi, ça met en relation tout ce qui a été dit tout à l'heure, et donc par rapport aux travaux qui peuvent être conduits par le fonds paritaire. Allez-y, Mme Gossens, rappelez-nous. Un petit point. Pourquoi a été créé le FPSPP? Rappelons quand même un peu les choses. Toujours dans cette notion de coupure dans un parcours professionnel linéaire tel qu'il avait pu être connu jusque dans les années à peu près 80, pour tenir compte des parcours professionnels hachés avec des situations en emploi, des situations hors emploi. Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels a été créé de façon à ce que, via des fonds versés par les entreprises, puissent être menées sur ces fonds des formations pour les demandeurs d'emploi et les publics les plus vulnérables. C'est donc un transfert de la responsabilisation des entreprises sur le seul plan de formation, transfert vers les demandeurs d'emploi pour venir en compensation et faire en sorte que le financement de la formation des demandeurs d'emploi ne soit pas sur les seuls fonds publics. C'est un événement majeur. Je le redis parce que ça a été un des axes essentiels de la CFDT. Ça fait 20 ans que nous, on poussait pour ça, de dire il n'est pas normal qu'à un moment donné, il y ait certains employeurs, je ne ferai jamais du systématisme, certains employeurs qui ne permettent pas à leurs salariés d'avoir un maintien au poste de travail et d'avoir un maintien et un entretien des compétences, et que lors de leur perte d'emploi, tout soit fait, tout soit à refaire. Et c'est pour ça que le fonds paritaire a été créé. Alors aujourd'hui, évidemment, y compris avec la base de la nouvelle collecte, il y a beaucoup de fantasmes autour du FPSPP. On se dit, waouh, c'est la nouvelle cagnotte. Et donc, voilà, il y a des yeux qui brillent sur les fonds du FPSPP. Et donc, oui, c'est ça. Et donc, il va falloir aussi bien réguler l'usage de ces fonds qui sont extrêmement vérifiés, puisque c'est le seul organisme où siège un commissaire du gouvernement, quand même. Donc, c'est pour dire que, et c'est tout à fait normal, parce que de toute façon, voilà, c'est quelque chose qui est important. Et voilà, c'est un levier supplémentaire qu'on utilise très régulièrement et pour lequel il va falloir s'accorder pour donner des priorités. Et c'est le travail qui est mené aujourd'hui. Quelles vont être les priorités du FPSPP dans son nouveau périmètre? Excusez-moi d'avoir fait ce rappel-là, mais c'est quand même des choses qui sont aussi importantes.